Chef de la télévision, la proximité dans la distance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition dominicale. L'unité des fidèles musulmans maliens et la réconciliation étaient au cœur d'une forte mobilisation. Ce rassemblement de forte portée socio-religieuse a réuni l'ensemble des fidèles musulmans venus de l'intérieur comme de l'extérieur du pays afin de renforcer l'unité entre co-religionnaires, promouvoir la cohésion sociale et implorer Allah pour la paix, la réconciliation et la stabilité au Mali. Notre équipe de reportage conduite par Sadio Sidibé. C'est dans une ambiance empreinte de spiritualité et de fraternité que des milliers de fidèles musulmans se sont réunis à l'occasion de ce grand rassemblement. Cet événement majeur a bénéficié d'une importante participation des organisations et associations islamiques ainsi que les représentants des églises catholiques et protestantes. Objectif, permettre la transmission des messages de paix, de solidarité et d'unité à un large public. La portée primaire, c'est l'unité des musulmans autour des valeurs essentielles de l'islam et des symboles de l'islam. Préserver ces symboles et préserver ces valeurs en vue d'une cohésion nationale de tous les musulmans. Vous savez, le Mali est un pays où 95% de la population pratique la religion qu'on appelle l'islam aujourd'hui. Vous imaginez que si ces 95% sont soudés, l'unité du Mali devient effective. D'autant plus que ce que nous combattons aujourd'hui, les extrémistes, les djihadistes, ils le font sous des motifs religieux. Mais quelle religion? Quelle religion? Donc l'union, la compréhension mutuelle entre les musulmans, ça ne peut être que bénéfique. Et le pays est dans une situation aujourd'hui qui fait que cette union devient indispensable. C'est pour ça que nous avons porté cet événement sous le parrainage du général de corps d'armée Ismaël Ouagué, qui est le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale. Dès les premières heures de la journée, la salle Djeli Baba Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampateba commençait déjà à enregistrer ses premiers occupants, visiblement heureux et joyeux pour l'initiative visant à renforcer la cohésion entre les différentes composantes de la communauté musulmane. Les mots me manquent pour pouvoir qualifier le rassemblement d'aujourd'hui. C'est quelque chose que nous avons attendu il y a longtemps. Notre première préoccupation au niveau de l'Union nationale des femmes du Mali, c'est la paix, la cohésion sociale. Sans la paix, rien ne va au Mali. L'Union nationale des associations des femmes du Mali, des femmes musulmanes du Mali. Leur première préoccupation, c'était la réconciliation entre tous les musulmans. Au cours des interventions, les responsables religieux ont insisté sur l'importance de l'unité, rappelant que l'islam prône la fraternité, le respect mutuel et la solidarité. Ils ont également invité les fidèles à dépasser les divergences et à œuvrer ensemble pour le développement de leur communauté et la promotion des valeurs de paix. Pour de nombreux participants, cette rencontre contribue à renforcer le sentiment d'appartenance à une même communauté et à promouvoir une image positive de l'islam fondée sur le dialogue, la tolérance et l'entraide. Remercier le Haut Conseil islamique du Mali qui est à l'origine de cette activité. Et en tant qu'autorité communale, je suis heureux de les accueillir sur le territoire de la commune 5, puisque c'est pour venir prêcher la cohésion sociale, la paix pour le Mali. En tant que Malien, je suis très fier et nous pensons que le bon Dieu va nous entendre et espérer que le Mali
qui a connu autant de difficultés, va désormais sortir de ces difficultés. Et le seul défi qui nous importe aujourd'hui, c'est le défi du développement. Et on ne peut pas réussir le développement sans la paix. À l'issue de la rencontre, un appel solennel a été lancé à l'ensemble des musulmans à préserver l'unité, renforcer les liens de fraternité et travailler ensemble pour relever les défis auxquels la communauté est confrontée. Les organisateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la forte mobilisation des musulmans, estimant qu'elle constitue un levier important pour diffuser ce message d'unité et de paix. Ainsi, cet événement religieux aura non seulement été un moment de recueillement et de partage, mais également une occasion de rappeler que l'unité demeure une force essentielle pour la communauté musulmane. Ce rassemblement, qui a tenu toutes ses promesses, précède une grande tournée initiée par le Haut Conseil islamique du Mali sous l'égide du guide spirituel des Ansars, son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Nous restons au Palais de la Culture de Bamako pour vous proposer cette fois-ci l'intervention du général de corps d'armée, ministre de la Réconciliation nationale. Et il s'exprime au micro de Sadio Sidibé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons préserver cet héritage précieux. La diversité, les sensibilités religieuses ne doivent jamais devenir une source de confrontation. Elle doit plutôt être considérée comme une richesse qui s'inscrit dans le cadre des principes communs de l'islam, de l'intérêt général et du respect mutuel. Les autorités de la transition suivent avec attention particulière les efforts déployés par les leaders religieux pour promouvoir la concorde et de prévenir les divisions. Nous saluons les nombreuses initiatives de dialogue, de rapprochement et de médiation entreprises ces dernières années pour consolider l'unité et la communauté musulmane. Mesdames et messieurs, la réconciliation nationale ne peut être pleinement réalisée sans la contribution active des autorités religieuses. Les mosquées, les écoles coraniques, les associations islamiques et les espaces de prédication jouent un rôle déterminant dans la diffusion des valeurs de paix, de tolérance et de responsabilité. Nous encourageons tous les prédicateurs, imams et guides religieux à poursuivre leur noble mission dans l'espace éthique islamique, de la sagesse et du dialogue constructif. Nous invitons également les jeunes, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, à faire preuve de discernement, à rejeter les discours de haine et à privilégier les messages qui rapprochent plutôt que ceux qui divisent. Chers participants, le rassemblement qui nous réunit aujourd'hui constitue un message fort adressé à toute la nation. Il témoigne de la volonté commune des musulmans du Mali de rassembler, de transcender les divergences secondaires pour se concerter sur l'essentiel. La préservation de leur unité, la défense de leurs valeurs et leur contribution au développement du pays. À cet égard, la déclaration qui sera adoptée aujourd'hui représente une étape importante dans la consolidation de la cohésion religieuse et sociale et traduit un engagement collectif en faveur de la fraternité, de la responsabilité et du respect mutuel. Les autorités demeurent disposées à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer l'unité des musulmans, la cohésion nationale et la stabilité du Mali dans le respect des lois de la République et des principes du dialogue et de concertation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en exprimant le vœu que cette rencontre marque le début d'une nouvelle dynamique de rapprochement, de confiance et de coopération entre tous les acteurs de la communauté musulmane. Que cette unité renouvelée contribue à renforcer la paix sociale, à consolider la réconciliation nationale et à soutenir les efforts de refondation de notre pays. Puisse Allah, le Très-Haut, bénir le Mali, préserver son unité, protéger son peuple et guider ses dirigeants vers ce qui est juste et bénéfique pour la nation et pour la population. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'unité des musulmans du Mali, vive la cohésion nationale, vive le Mali.
L'actualité nationale sur un tout autre plan dans ce tour d'horizon de l'actualité. Cérémonie de distribution alimentaire de 44 tonnes de riz aux personnes nécessiteuses des 4 communes de la rive gauche du district de Bamako. L'initiative est de Zakat Foundation of Africa. C'était ce samedi 20 juin 2026 à Kinzambougou, en commune 2, en présence des autorités administratives, coutumières et communales. Lala Kouyaté et Baba Keïta pour en savoir plus. Ce don qui vient à point nommé eu égard à la crise multisectorielle qui traverse notre pays a été accueilli à bras ouverts par les autorités communales de la commune 2 du district de Bamako, qui remercient et encouragent les donateurs à persévérer dans ce sens pour le plus grand bonheur des personnes démunies. Grâce au fruitier partenariat entre les services de développement social et Zakat Foundation of America, 978 personnes démunies recevront tout à l'heure chacune 45 kilos de riz. Ces gestes de solidarité constituent une réponse concrète aux difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses familles vulnérables. Aussi, il témoigne de l'engagement constant de ses partenaires en faveur des couches les plus fragiles de notre société et contribue sans nul doute à soulager de nombreux ménages vivant dans la précarité. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la clôture du programme alimentaire triennal des Zakat Foundation of America au Mali. Cet élan de solidarité, composé de 1955 sacs de riz, soit 44 tonnes d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA, contribuera à soulager 979 familles dans le besoin alimentaire. Mesdames et messieurs, l'activité qui aujourd'hui nous rassemble est une contribution, comme je le disais, qui se veut une réponse directe, concrète, immédiate à un besoin urgent de sécurité alimentaire au sein de nos communautés. Grâce à une enveloppe financière entièrement mobilisée par notre siège à Chicago, qui s'élève à 22 660 $, donc l'équivalent de 12 927 453 francs CFA, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de distribuer 44 tonnes de riz à 978 foyers. L'action a été rigoureusement planifiée sous l'égide de la direction du développement social sur les deux rives du fleuve Niger. Les 978 bénéficiaires qui sont là, ici et de l'autre côté, ont été entièrement identifiés par les services techniques déconcentrés du ministère de la Santé et du Développement social dans les 6 communes du district de Bamako. C'est le lieu de saluer le professionnalisme qui a présidé ce choix. La distribution que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un cas isolé, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas non plus quelque chose de spontané. Elle s'inscrit en droite ligne de la tradition d'engagement de Zakat Foundation of America depuis 2013 que nous sommes en République du Mali. Le ministère des tutelles a salué de vive voix cette action purement humanitaire des Zakat Foundation of America, tant bénéfique et qui cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement malien, qui est d'assurer le bien-être de tout un chacun, dira le représentant du ministre de la Santé et du Développement social. La cérémonie de ce matin, Madame la représentante, est très symbolique pour nous, mais ça a un grand sens. Ça a un grand sens parce que ça s'aligne aux priorités du gouvernement malien, qui est d'accompagner toutes les populations dans une situation de démunis. Les 45 kilos dont vous avez parlé, certes un poids, mais le plus important c'est le geste. Et au-delà de cela, les partenaires de Zakat Foundation, représentant de l'ambassade des États-Unis, c'est le lieu également au nom du gouvernement malien, vraiment réitérer notre profonde gratitude pour l'ambassade des États-Unis pour tout ce que vous faites. Et nous vous sollicitons encore plus pour accompagner des organisations, des associations comme Zakat Foundation, qui d'abord les activités sont alignées aux priorités du gouvernement et prennent en compte les besoins réels des populations les plus vulnérables et les plus démunies.
a rappelé que Zakat Foundation of America évolue dans plusieurs secteurs, notamment la santé et l'assistance aux enfants démunis. La cérémonie a été sanctionnée par la remise symbolique des sacs de riz aux bénéficiaires. Le condensé de l'actualité internationale en bref et en images. Une nouvelle loi a été votée par les députés burkinabés visant la prévention des dérives liées aux pratiques religieuses et la définition afin de mieux combattre du discours haineux à caractère religieux pour consolider la cohésion sociale et poser les bases concrètes de la laïcité de l'État. À un moment où le pays fait face à une multiplication de rhétoriques extrémistes et de tensions menaçant la cohésion sociale, la réforme n'est pas prise contre une religion, mais vise à encadrer l'exercice des libertés religieuses dans le respect de l'ordre public et des droits d'autrui, indique le ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo. La nouvelle loi définit clairement le discours haineux et les formes d'incitation à la haine à caractère religieux. Les transgressions sont passibles de peines pouvant être lourdes, allant d'1 à 7 ans d'emprisonnement, avec des amendes pouvant atteindre 10 millions de francs CFA. Le texte prévoit également des sanctions strictes contre tout acte de dénigrement ou d'atteinte aux autres religions au Burkina Faso. De même, les actes ou les appels à toute forme de discrimination religieuse sont passibles de sanctions. Près de 3 ans après la fermeture de leurs frontières communes, le Bénin et le Niger sont engagés sur la voie d'un rapprochement diplomatique depuis la visite début juin à Niamey du nouveau président béninois. Mais la reprise effective de la circulation des personnes et des marchandises entre les deux pays reste encore conditionnée à des garanties sécuritaires que Niamey juge indispensables. À l'issue des discussions de Cotonou, le Niger a posé 2 conditions qu'il qualifie de non négociables. La première porte sur la signature d'un accord de défense et de sécurité fondé sur le principe de non-agression. Concrètement, Niamey veut obtenir l'assurance que le territoire béninois ne pourra jamais être utilisé pour préparer ou soutenir des actions hostiles contre le Niger et réciproquement. La seconde exigence concerne la transparence sur les dispositifs militaires étrangers présents à proximité des frontières. Depuis plusieurs années, les autorités nigériennes affirment que les forces étrangères, notamment françaises, seraient installées dans le nord du Bénin. Une accusation que Cotonou et Paris ont toujours rejetée. Les pourparlers Iran-États-Unis ont débuté à Lucerne, en Suisse, avec de premières avancées annoncées par les négociateurs. Si une détente temporaire se dessine autour du détroit d'Ormuz, Téhéran maintient que tout accord dépendra du respect des engagements pris sur la situation au Liban, les avoirs iraniens gelés et les exportations pétrolières. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar a affirmé que l'Iran ne prélèvera pas de droits de transit sur les navires passant par le détroit d'Ormuz pendant une période de 60 jours. Le chef de la diplomatie pakistanaise a souligné que la situation dans le détroit devait revenir à ce qu'elle était avant la guerre. Ishaq Dar a également indiqué que la Chine soutenait le maintien d'un passage libre des navires dans les 2 sens à travers le détroit d'Ormuz sans droit de transit. Cette précision renforce l'idée d'un retour provisoire au fonctionnement normal de cette voie maritime, même si la conclusion d'un accord final reste encore ouverte. Téhéran avait rappelé ses conditions pour la réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran demandait le déblocage progressif d'une partie de ses avoirs à l'étranger, l'arrêt des combats sur tous les fronts, notamment au Liban, la levée complète des restrictions et l'autorisation de vente de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens. Après la restitution par Volodymyr Zelensky de sa décoration de l'Aigle blanc, la crise entre Varsovie et Kiev franchit encore une étape. En Pologne, l'ancien Premier ministre Leszek Miller estime que l'Ukraine devrait aussi rendre les armes et équipements militaires reçus de Varsovie, tandis que Kiev promet une réponse par des mesures réciproques. La tension entre la Pologne et l'Ukraine continue de monter après la restitution par voie postale de la décoration de l'ordre de l'Aigle blanc par Volodymyr Zelensky. L'ancien Premier ministre polonais Leszek Miller a estimé que Kiev ne devrait pas seulement rendre les distinctions reçues de Varsovie, mais aussi les équipements militaires livrés ces dernières années. Miller a cité les avions MiG, les chars et les armes fournies par Varsovie à l'Ukraine. Selon lui, si Kiev veut vraiment rendre ce qu'elle a reçu de la Pologne, elle devrait aussi restituer le matériel militaire livré par Varsovie. Cette sortie déplace le débat au-delà du terrain symbolique. Elle rappelle l'ampleur de l'aide accordée par Varsovie à Kiev
et montre que dans une partie du débat politique polonais, la patience envers les autorités ukrainiennes semble s'éroder. Ainsi s'achève cette tranche de l'actualité que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.